rien ne va plus dans le monde de l'automobile électrique avec la fin des subventions au fédéral, la disparition temporaire des subventions au Québec. On vous dit tout ça puis plein d'autres choses sur le monde de l'automobile électrique aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y. L'épisode d'aujourd'hui vous arrive du nouveau studio de Plus de millage, ou plutôt du petit studio que je suis en train de monter chez moi. Là, il a fallu que je relocalise des choses avec l'arrivée du bébé. Fait qu'on se réinstalle là, ici dans un contexte un peu différent, puis on va essayer là, d'améliorer encore la qualité de nos vidéos. Donc, qu'est-ce qui arrive en fait avec les subventions? On a eu des nouvelles récemment sur les subventions des véhicules électriques au provincial ainsi qu'au fédéral. Fait qu'on va y aller étape par étape, puis on va tout vous détailler ça maintenant. Au niveau provincial, on savait là, depuis quelque part en 2024 que les subventions allaient diminuer. Hein? Donc, on savait que la subvention pleine là, pour les véhicules électriques passerait de 7 000 à 4 000 $ progressivement, diminuerait là, et disparaîtrait en 2027. Nous savions aussi là, que ce programme-là était très populaire là, au-delà des attentes. Hein? Le Québec dépasse systématiquement ses objectifs de vente de véhicules électriques. Donc, on a su il y a quelques semaines que le programme serait suspendu temporairement du 1er février au 31 mars. Je pense que c'est important là, de s'appuyer sur des sources fiables. Donc, c'est vraiment là, le gouvernement du Québec qui nous annonce ça. J'ai pris l'information sur leur site parce qu'il y a toutes sortes de gens qui disent toutes sortes de choses. Donc, il y aura le lien dans la description si vous voulez la source officielle. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne met pas fin complètement aux subventions au niveau provincial. Ce qu'on nous a annoncé, du moins, c'est une suspension temporaire du programme pour ces 2 mois-là. Je ne suis pas au courant des détails, mais j'imagine que ça s'ajuste en fonction là, des budgets. Hein. Il y avait un budget qui était alloué, on a tant de millions de dollars à distribuer, et tous ces millions-là seront distribués. Donc, on doit prendre une pause le temps que la prochaine phase là, du budget soit active. Mais je vais revenir sur ce sujet-là après avoir parlé des subventions fédérales. Très récemment, là, pas plus tard que hier ou avant-hier, au moment où je filme cette vidéo-là, on nous a annoncé la suspension là, sans date de fin du programme là, des véhicules zéro émission canadiens. Donc ça, c'était la subvention qu'on avait de 5 000 $ au fédéral sur les voitures entièrement électriques, puis 5 000 ou 2 000 $ en fonction, 2 500 $ en fonction des modèles de véhicules PHEV. Hein. Donc, on avait là, accès en 2024 à jusqu'à 12 000 $ de subvention, 7 000 du provincial et 5 000 du fédéral pour une voiture entièrement électrique et jusqu'à 10 000 $ de subvention, mais ça variait entre 2 500 et 10 000 en fonction du modèle de PHEV. Le superbe Outlander PHEV que j'ai acheté d'ailleurs était admissible aux pleines subventions PHEV de 10 000 $. Donc, on suspend ce programme-là parce qu'on a atteint là, les budgets complets. Donc, tout l'argent qui avait à être dépensé a été dépensé. Je crois que les demandes qui ont été faites avant cette annonce-là par les concessionnaires seront là, évidemment payées. Donc, vous aurez la subvention. Donc, au provincial, à partir du 1er février, et ça, c'est la date d'immatriculation du véhicule, c'est très important. Ce n'est pas nécessairement la date à laquelle vous quittez le concessionnaire, c'est la date d'immatriculation. Arrêt temporaire jusqu'au 31 mars. Et ça inclut aussi les subventions pour l'installation de bornes résidentielles. Donc, ça, très important. Si vous avez une voiture électrique qui s'en vient, au provincial, ça va être important d'avoir votre véhicule immatriculé avant le 1er février ou après le 31 mars. Donc, au fédéral, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que ça va être renouvelé? Est-ce que ça ne sera pas renouvelé? Ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, puis là, nous, on ne tombe pas trop dans la politique à plus de millage, hein, mais le Parlement canadien est prorogé, là, donc il ne siégera pas jusqu'à dans quelques mois, et on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'au moment où il siégera, et qu'il y aura des votes sur, peu importe, là, les choses qui sont des votes de confiance, que le gouvernement tombera, puis on ira en élection. Une fois que les libéraux se seront choisis un nouveau chef. Donc, je serais surpris qu'on, je sais pas, vote pour augmenter ou reconduire des budgets là, associés à ça avant
que le Parlement là, ne soit dissous et qu'on aille en élection. Donc, je ne m'attendrai pas à voir ce programme-là revivre de sitôt. C'est possible que je me trompe. Je ne connais pas tous les détails. Tout ce que je peux vous partager comme information officielle, c'est qu'en ce moment, le programme est suspendu. Au niveau du Québec, parce que je vais parler de mes inquiétudes un peu par la suite, avec cette suspension-là temporaire du programme, on ouvre comme une brèche. On ouvre un peu la porte à dire, même si on avait détaillé ce plan-là, avec 8 000 d'abord, puis ensuite 7 000, puis ensuite 4 000, puis 2 000, puis 1 000 de subventions sur les véhicules électriques au fil des années, ben là, ce qu'on nous dit, c'est non, mais temporairement, il n'y en aura plus de subventions. Fait qu'est-ce que on va réintroduire des suspensions temporaires, puis comme ça, effriter peut-être plus rapidement qu'initialement prévu là, ce programme-là. C'est possible. J'ai pas de boule de cristal, mais personnellement, je vous dirais, on ne peut plus être assuré de rien. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est ce qui est officiel. Au 31 mars, ben après le 31 mars, donc probablement au 1er avril, il y aura des subventions de disponibles. Est-ce que ces subventions-là vont redisparaître après quelques semaines? Hein, parce que pourrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de véhicules immatriculés passé le 31 mars à partir du 1er avril. Puis est-ce que les budgets seront limités puis on va rapidement épuiser là, les nouvelles subventions pour l'année 2025? Je ne sais pas. Fait que je vous ai souvent dit dans le passé, dépêchez-vous, attendez pour les véhicules électriques. Ce que je croyais, effectivement, c'était que d'attendre à 2025, ça serait pas un problème, parce qu'il y a des baisses de prix aussi, des promotions sur les véhicules qui compensaient un peu la diminution des subventions provinciales. Ceci étant dit, je n'avais pas envisagé l'élimination des subventions fédérales. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite? Bien, comme je dis, probablement un effritement, pas probablement, mais possiblement un effritement plus rapide des subventions au provincial et au fédéral. Mais là, il y a toute une question de politique. Hein. Quel sera le prochain gouvernement canadien? Est-ce qu'ils voudront reconduire ces budgets-là ou non, dépendamment de c'est qui? Il est possible que non. Faut aussi voir un peu là, la dynamique américaine parce que je pense que ça va un peu influencer nos choses. Hein. Le marché canadien est très hautement dépendant du marché américain au niveau de l'automobile. Ce sont des marchés qui sont extrêmement intégrés. On achète beaucoup de véhicules fabriqués aux États-Unis, au Canada, et les Américains achètent énormément de véhicules fabriqués au Canada. Après tout, le RAV4, qui est produit dans 2 usines canadiennes, plus une usine au Japon, peut-être d'autres ailleurs, est le plus grand produit d'exportation canadien en dollars, parce qu'on exporte des centaines et des centaines de milliers de RAV4 à chaque année. D'ailleurs, le RAV4 a dépassé le Ram 1500 en tant que 3e véhicule le plus vendu aux États-Unis. Je pense que ça exclut les véhicules électriques, peu importe, là, mais extrêmement populaire. Donc, ce sont des marchés qui sont très intégrés. Et au niveau des prix aussi, on est très intégré. Des fois, les prix peuvent être à la, on va dire, retardateur sur les changements de valeur là, des monnaies canadiennes et américaines. Donc, on peut être en retard sur le taux de change. Des fois, on va attendre un renouvellement de modèle avant de changer les prix des véhicules. Puis dans les 3-4 dernières années, avec la pandémie, on a aussi vu une forte hausse là, du PDSF, le prix de détail suggéré fixe des véhicules. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Mais si on était dans un contexte où il y a moins de subventions au Canada, parce que bon, dans plusieurs provinces canadiennes, en ce moment, il n'y a aucune subvention, puisque le programme fédéral était le seul. Est-ce que les constructeurs vont baisser leur prix par rapport à ça? Je ne penserais pas qu'ils vont le faire, du moins pas tout de suite, parce que ça va dépendre de ce qui arrive aux États-Unis. Avec la nouvelle investiture de Donald Trump, il est possible que le programme là, fédéral américain qui offre 7 500 US de rabais sur les véhicules électriques disparaissent. Et donc, si ce programme-là disparaît, puis le gouvernement canadien va probablement être incité à ne pas renouveler son programme, peut-être qu'au provincial aussi, on va faire un peu moins attention parce que là, les constructeurs, dans le marché intégré nord-américain, vont devoir baisser leur prix pour favoriser les ventes de ces véhicules-là qui, jusqu'à preuve du contraire, sont soumis à certains quotas, là, que ce soit au niveau fédéral ou provincial au Canada et aux États-Unis ou au niveau des États. Bref, c'est une question hautement complexe. Si vous me demandez, Gabriel, c'est quoi selon toi le scénario le plus probable? Je crois que le scénario le plus probable, ça serait en fait
l'élimination des subventions aux États-Unis, là, probablement dans les mois qui suivront l'entrée là, au gouvernement de ce nouveau gouvernement américain. Et le Canada pourrait donc ne pas reconduire le programme fédéral. Je pense qu'on va voir les subventions provinciales revenir, mais s'effriter plus rapidement ou avec plus d'interruptions temporaires que ce qu'on aurait pu s'attendre. Et donc, je pense qu'on va entrer dans un monde où il y aura globalement moins de subventions. D'ailleurs, Tesla a annoncé très récemment une hausse légère là, de 1000 $ du prix de ses modèles les plus populaires au Canada, dans un contexte où ils ne sont plus contraints, en fait, là, au niveau de leur PDSF par les contraintes du gouvernement fédéral pour l'admissibilité aux subventions. Ils ont probablement voulu aller chercher la baisse de valeur là, du dollar canadien ou en partie la baisse de valeur récente du dollar canadien. Et donc, on va pouvoir voir là, des constructeurs qui vont dans toutes les directions et je pense que ça va prendre un certain temps avant de se stabiliser. Peut-être que l'automne prochain, là, on aura une meilleure idée globale là, de tout ça. Mais en ce moment, là, il y a beaucoup d'incertitudes. Fait que je ne vous inciterai pas à faire un choix particulier, sinon qu'un autre. On a comme certitude seulement ce qui est annoncé par les gouvernements. Je pense que c'est quand même beaucoup là, de temps qu'on a passé là-dessus. Il faut peut-être s'habituer à vivre dans un monde où l'automobile électrique ne sera plus ou sera beaucoup moins subventionné qu'avant. C'est quelque chose qu'Alexandre et moi, on vous en parlait là, depuis un certain temps. On était convaincus qu'il y aurait, une fin des subventions éventuellement, et que le marché de l'électrique ne disparaîtrait pas pour tout autant. Je vais continuer de faire la même prédiction, soit qu'en 2025 au Québec, il se vendra plus de véhicules électriques qu'en 2024. Je croyais ça avant l'arrêt des subventions fédérales, et je le crois toujours parce que je pense que l'avenir est à l'électrique, puis qu'au niveau du coût de revient là, de ces voitures-là, c'est beaucoup moins cher sur le long terme. Donc ça, on demeure convaincu. Il n'y a rien qui change à ça, et je pense que ça va continuer de demeurer plus avantageux d'avoir un véhicule électrique qu'un véhicule purement thermique, et personnellement, j'adore les PHEV. Je pense que ce sont des alternatives là, très, très, très intéressantes, puis c'est une bonne manière de faire un premier pas dans l'électrique, quitte, si on est une famille à 2 voitures, à ce qu'éventuellement la deuxième voiture soit une voiture entièrement électrique, qui peut d'ailleurs avoir moins d'autonomie, être plus petite ou peu importe, qu'on a un véhicule principal qui n'a pas de limitation. Ça fait donc le tour de ce sujet-là. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu ou des choses que vous pensez qu'on a oubliées, s'il vous plaît, écrivez-moi-le dans les commentaires. On n'est pas la science infuse, on n'a pas de boule de cristal. On essaie de vous donner les faits tels qu'ils sont, puis de vous partager nos opinions aussi, bien sûr. Comme l'année 2025 débute, je voudrais aussi vous parler de ce que j'ai vu de mieux en 2024, puis de ce que j'ai hâte de voir en 2025. Donc, pour moi, la voiture de l'année 2024, c'était sans contredit le Kia EV9. La première voiture électrique, un vrai 7 places là, pour les familles, qui a beaucoup d'espace, capacité de remorquage, relativement une bonne autonomie, quoique j'aurais aimé ça avoir une version avec un peu plus d'autonomie là, en traction intégrale. Mais bref, un véhicule qui fait tout, qui a comme défaut, par exemple, d'être très cher. Le Land à traction intégrale, 65 000 $, mais ce qu'on a beaucoup vu, c'est des gens qui, parce que c'était ça les disponibilités, achetaient des Land à traction intégrale ensemble premium qui, eux, coûtaient 75 000 $. Puis quand on tombait dans les GT Line, 80 000 $, puis il va y avoir un GT, ça va être encore plus cher. Puis là, on se rapproche tranquillement pas vite du prix d'un modèle X, et ça, c'est très, 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 très dispendieux. Donc, il faut faire peut-être un peu attention au niveau du prix, mais je pense que ça demeure l'une des voitures là, qui a démontré des performances, là, puis l'ouverture d'un marché nouveau pour les véhicules électriques, et ça, je trouvais ça très bien. Je vais rajouter la Tesla Model 3 en tant que voiture électrique plus abordable, beaucoup d'autonomie dans les versions, longue autonomie à propulsion, fabriquée aux États-Unis qu'on a là, depuis qu'il y a un changement législatif au Canada sur l'importation des véhicules électriques chinois. Donc 584 km d'autonomie. En plus, on peut avoir la conduite autonome supervisée, la FSD, que j'ai pu essayer avec Alexandre récemment, qui m'a vraiment surpris,
qui est venu un peu challenger aussi certaines des perceptions que j'avais. C'est encore à parfaire, hein. Il y a des choses que ce système-là fait, par exemple, tourner à droite sur un feu rouge à une intersection où c'est interdit de le faire, ce qu'elle nous a fait, c'est très problématique, hein. Il reste beaucoup de travail à faire, mais on entrevoit un peu ces possibilités-là. Pour 2025, qu'est-ce que j'ai hâte de voir? Ben, il y a le nouveau modèle Y là, en Juniper qui vient d'être annoncé récemment. Alexandre a fait une revue là, très, très, très exhaustive des changements associés à ce véhicule-là, du moins ceux qu'on connaît, parce qu'il y a beaucoup de suppositions là-dedans. Je pense que c'est un package extrêmement intéressant, avec les changements en subvention, beaucoup plus cher qu'avant, hein, donc il faut faire attention à ça. Je suis pas trop sûr. Faudrait voir, là, mais ça redevient, je pense, un véhicule là, qui est plus destiné aux gens très bien nantis parce que beaucoup plus cher qu'avant avec ces changements-là aux subventions. Quoique c'est vrai de beaucoup de voitures électriques. Est-ce qu'on verra un nouveau modèle Tesla plus petit, un modèle Q, Tau B2, je ne sais pas quoi, l'année prochaine? Ça pourrait arriver. Je pense que moi et Alexandre, on aime croire qu'il y aura là, dans la première moitié de l'année, ou vers la moitié de l'année, un nouveau modèle plus petit, plus abordable sur la plateforme qui a été développée pour le Cybercab, ou du moins sur la plateforme qui nous a été présentée avec le Cybercab. J'ose croire qu'on va voir ça en 2025, mais je ne mettrai pas ma main au feu à ce niveau-là. Il y a le Kia EV3 qui va être possiblement intéressant. Un petit VUS look super, super bien là, que j'adore, mais quand même là, tout petit. Donc ça pourrait être intéressant. J'ai hâte de revoir hein, l'apparition de modèles électriques abordables. Il y a la Bolt 2026 qui nous arrive vers la mi-année aussi. On pense qu'elle aura une batterie LFP. Donc ça, c'est une chose intéressante. Je vais revenir aussi sur 2024. Ford nous avait promis un F-150 Lightning à batterie LFP livré en 2024 et ça, ce n'est jamais arrivé. Je pense que Ford a été très, très, très ambitieux au sens où ils ont lancé rapidement des modèles électriques. Hein? La première camionnette électrique à grand volume, oui, il y a eu des Rivian avant, mais le F-150 Lightning, superbe intégration. Quelques problèmes, hein? Ford, c'est toujours un peu dans l'exécution. Le Mach-E, le Mustang Mach-E, on a choisi hein, le nom qui avait le plus de valeur chez Ford pour se lancer dans l'électrique. Mais encore une fois, un véhicule qui n'était pas parfaitement abouti à son lancement. Puis là, bon, avec le temps, ça s'est amélioré un peu, mais ça demeure quand même assez cher, quoique il y a des rabais sur ces véhicules-là. Fait que Ford, leur stratégie n'était pas parfaite. Je pense qu'ils ont mis un gros pied sur le frein, puis ont ralenti. Ça fait longtemps, ça fait quoi, 2 ans là, que le Lightning a été lancé. Je pense que ça va prendre un bon moment avant qu'on voit d'autres modèles ou même des variations sur les modèles. Hein, parce que le F-150 régulier a changé là, de génération l'année dernière pour 2024. Et puis le Lightning, lui, ça reste la même chose. Donc je pense que Ford va un peu s'asseoir sur ses lauriers, prendre un peu son temps. Chez GM, on arrive au point là où est-ce que la gamme est tout aboutie. Hein. C'était un des constructeurs qui avait annoncé le plus de modèles électriques. On a la Bolt qui s'en revient, c'est une des rares qu'on attend parce qu'elle a disparu puis on a reconnu que c'était une erreur en quelque sorte de la faire disparaître. Donc il y a la Bolt 2026 qu'on attend, mais le Equinox est lancé disponible, le Blazer est lancé disponible, les Hummer sont très disponibles. Il y a un concessionnaire près de chez moi là, qui offre d'ailleurs 30 000 $ de rabais sur un Hummer EV, ce qui est vraiment incroyable. Puis on a le Lyriq qui est lancé. Des modèles Cadillac aussi là, qui vont arriver sous peu, mais grosso modo, là, la gamme chez GM, là, Chevrolet et GMC avec le Sierra et le Silverado là, EV, ils ont une gamme très, très, très aboutie. Les Silverado Sierra, d'ailleurs, ont des autonomies immenses. On peut avoir 792 km. Fait que je pense que GM a relativement une bonne stratégie. Je pense qu'ils sont arrivés un peu en retard, puis ils paient un peu les frais de ça, mais j'ose croire là, qu'ils vont s'en sortir avec le temps. Chez Stellantis, là, très récemment, on voit l'apparition des premières Charger Daytona sur le marché. Puis j'ai vu des annonces de concessionnaires, pas au Québec, là, mais à l'extérieur, qui annoncent 20 000 $ de rabais sur ces modèles-là. Ils viennent d'être lancés. Stellantis, bon, le PDG a quitté ou s'est fait montrer la porte, on ne sait pas trop.
Ils ont misé dans les dernières années sur des véhicules plus premium, plus chers, plus luxueux, et puis ils se sont plantés absolument royalement. Et là, ce que certains YouTubers ou influenceurs disent, c'est qu'ils testent dans 5 à 10% des concessions aux États-Unis des baisses de prix de l'ordre de 35% sur leurs véhicules, des rabais là, faramineux, là, de 20 000 30 000 sur certains modèles. Des Jeep Rubicon 392 là, à 30 000 de rabais, là, ça se trouve assez facilement. Fait qu'on va peut-être voir une diminution des prix et avec un peu de chance, peut-être que ça nous amènera des Jeep Grand Cherokee 4XE, des Wrangler 4XE plus abordables, le Jeep Wagoneer S plus ou moins d'intérêt, mais ce qui serait intéressant, ça serait le Jeep Recon qui s'en vient, qui a l'air d'être un véhicule quand même là, assez gros et robuste. Je n'ai pas trop regardé les dimensions, ça ressemble beaucoup à un Land Rover Defender. Avec un peu de chance, peut-être que cette voiture-là, qui sera électrique, nous arrivera sur le marché à un prix raisonnable. On a aussi entendu dire, puis là ça c'est une rumeur, c'est Alexandre qui m'a dit ça, en fait c'est pas une rumeur, je pense que c'est officiel, là, mais corrigez-moi si je me trompe, le Solterra ne sera plus en vente au Canada, hein, donc Subaru avait misé sur l'offre de Toyota, parce que le Solterra est un BZ4X, ben, il va disparaître cette année, puis des Solterra, on n'en voit pas. Je pense que Toyota a réussi quand même à vendre des BZ4X. Ça aide beaucoup le fait qu'ils ont des versions à traction plus abordables de disponibles. Fait que là, quand on combinait les subventions au rabais sur des modèles plus abordables, ça se vendait. Mais le Solterra à 60 000 qui était essentiellement la voiture la plus chère de Subaru, plus chère qu'un Ascent très bien équipé, ben là, ils se sont plantés royalement et c'est la fin des haricots, en fait, là, pour eux. Il va falloir voir aussi qu'est-ce qu'on attend de la potentielle fusion en Nissan, Honda, Mitsubishi. Je vais essayer de faire des prédictions. En fait, ce qu'on a vu dans certains articles, c'est que ce que Honda recherchait dans cette acquisition-là, c'était l'offre de véhicules pleine grandeur de Nissan. Parce qu'en fait, on se demandait, bon, qu'est-ce qu'ils ont à gagner Honda? Ben, Honda n'a jamais réussi à vendre des VUS et camionnettes pleine grandeur sur des châssis en échelle, une offre que Nissan a toujours eue. Bon, nous ici, un Nissan Titan plus ou moins populaire, mais le Infiniti QX80, QX56, c'est comme la Dubaï mobile. Ça se vend là, dans certains marchés, Nissan Armada, ce genre de choses-là. Donc, Nissan a au moins une offre dans ce marché-là. Honda va chercher à gagner ça. On va peut-être voir des choses intéressantes. Est-ce qu'on pourrait voir un modèle sur la base du Outlander PHEV apparaître chez Honda? Un CR-V PHEV, peut-être quelque chose comme ça. Ou peut-être un passeport, là, dépendamment comment on choisira de le nommer. On sait que Nissan lance un Rogue là, sur la même plateforme. Fait que ça pourrait être des choses intéressantes. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui s'en vient avec ça. Ça fait pas mal le tour des choses que je trouvais intéressantes à parler de 2024, puis que j'ai hâte de voir en 2025. Fait que c'était un podcast un peu décousu, où est-ce qu'on s'est concentré là, sur la fin potentielle des subventions au Canada, au Québec. Est-ce que vous pensez que c'est la fin pour les véhicules électriques, qu'on va voir une recrudescence des ventes de véhicules à essence? J'aimerais ça que vous me l'écriviez dans les commentaires. Puis si vous voulez qu'on parle d'un autre sujet dans un prochain épisode de Plus de Millage, écrivez-nous là aussi. Laissez un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Et on se dit à la prochaine.